Bonjour Pascal. Bonjour Hélène. Alors je suis ravie de te recevoir dans Où est le bon. Aujourd'hui tu m'accueilles chez toi. On est dans le sud de la France, au-dessus de Béziers, de Montpellier. Comment ça s'appelle exactement le... C'est le bout du Larzac, Ouais. si tu veux. Et on a des terrains au bout du Larzac et un peu plus bas aussi, À côté du lac du Salagou. Ouais, du Salago où il y a ton potager, qui est aussi un peu comme un conservatoire où tu héberges des centaines de variétés de fruits et de légumes. Parce qu'en fait, toi, ce qui est formidable et même un peu inimaginable pour certains, c'est que tu fais pousser des légumes sans vraiment les arroser. Donc sans eau ou presque, tu vas nous expliquer tout ça. Alors tu sais, dans ce podcast, on est curieux, mais on n'est pas des spécialistes, ni des semences, ni de l'agriculture d'ailleurs. Donc pour nous, ça nous paraît un peu improbable, toute cette histoire. Et avant que mes amis me parlent de tes recherches, j'ignorais complètement que quelqu'un au monde faisait ça. On entendait un peu, tu vois, des choses en Afrique, des fermes qui utilisaient uniquement la saison des pluies, etc. Mais jamais j'aurais pensé que voilà, il y a quelqu'un dans le monde qui avait quelque part un peu appris pendant des années et des années à des semences paysannes à pousser comme ça. Et c'est drôle en plus parce qu'en fait tu es tout proche de là où moi j'ai grandi, dans le sud de la France, à Nîmes. Aujourd'hui, il y a beaucoup de personnes qui viennent ici te voir pour voir comment tu fais, pour découvrir en fait finalement un peu ces 50 ans de recherche que tu as consacré à répondre à cette question de comment je vais apprendre aux plantes à pousser sous contrainte hydrique. Et avant d'aller plus loin dans cet épisode, en fait, je vous invite, chers auditeurs et auditrices, à écouter un épisode que moi j'ai écouté sur l'eau. C'est un épisode du podcast Sismique avec une hydrologue qui s'appelle Emma Aziza. C'est l'épisode 79 du podcast Sismique et qui vraiment est ultra intéressant pour comprendre aussi où on en est par rapport à l'eau aujourd'hui. On sait tous que l'eau, c'est la vie. Et dans notre imaginaire collectif, en fait, quand on se dit qu'on fait pousser des trucs, qu'on n'a pas d'eau, on se dit qu'il n'y a rien qui pousse, en fait. Puis avec la sécheresse qu'on a vue ces derniers mois, malheureusement, c'est un peu le constat qu'on fait. Et pourtant, toi, tu prouves que non seulement c'est possible quand même qu'il y ait des semences qui poussent dans ces contraintes drastiques hydriques, mais tu as aussi découvert un peu en cascade un tas de trucs, notamment avec le soutien des chercheurs de l'INRA, où tu as pu mettre en lumière finalement les qualités nutritionnelles et écologiques de tes légumes. Alors ça, pareil, tu vas nous en parler. Donc on est parti pour ravir en 45 minutes avec toi. On va essayer de le faire un peu dans l'ordre pour qu'on comprenne bien comment tout ce travail a été possible. Et peut-être qu'avant que tu nous dises un peu comment tu fais, je me dis que ça peut être chouette que tu nous fasses un petit point, tu vois, d'étape pour qu'on ait des ordres de grandeur, en fait, de la consommation d'eau traditionnelle pour faire pousser aujourd'hui des légumes, des céréales, d'agriculteurs normaux qui sont en France. Quel est le besoin, tu vois, à peu près, pour qu'on sache d'où on part et où est-ce que toi, t'es arrivé, en fait. Oui, les besoins en eau utilisés normalement pour le maïs, toutes les cultures cultivées en été, quoi. Ouais. Parce que pour le blé ou l'orge ou quoi, on les sème en général en automne ou très tôt au printemps et personne n'a jamais arrosé des cultures de blé. Par contre, pour toutes les plantes cultivées pendant la saison d'été, que ce soit du soja, du maïs ou tout ce qui se cultive l'été, on voit partout d'ailleurs, il suffit de rouler, de se promener en France, on voit que c'est arrosé avec des canons à eau là et tout ça. Et en fait, le débit normal pour n'importe qui, même la vigne, maintenant dans l'Hérault, ils arrosent la vigne aussi, et c'est des débits de 20 mètres cubes heure par hectare. Alors attends, 20 mètres cubes, ça fait 20 mètres cubes heure par hectare. Donc 20 mètres cubes, c'est quoi 1 mètre cube, c'est 1000 litres. C'est 20 fois 1000 litres. Et un ordre de grandeur, c'est par rapport à une piscine ou tu vois un truc ou une baignoire, ça peut qu'on parle aussi parce qu'on n'est pas trop... Dans une baignoire remplie, en général, il y a 200 litres. Ok. Donc c'est 5 baignoires remplies. 1 mètre cube. Ok, 5 baignoires remplies. Donc ça, c'est 5 baignoires remplies pour peu près... Et 5 baignoires remplies, c'est 1000 litres. Ok. Et normalement, tout le monde irrigue avec des débits qui font 20 mètres cubes heure à l'heure. D'accord. Donc c'est énorme. Voilà. Et alors, donc, tout ça pour dire que finalement, de manière générale, l'agriculture conventionnelle utilise beaucoup d'eau. Et qu'en fait... Oui. Par exemple, quand on achète 1 kilo de tomates dans un supermarché, les chiffres officiels
pour faire 1 kilo de tomates, même dans des serres en Hollande, on ne peut pas dire qu'il fasse spécialement sec normalement. Eh bien, il faut 200 litres d'eau pour produire 1 kilo de tomates. D'accord, c'est énorme. Mais par exemple, nous, en général, on n'utilise même pas d'eau du tout, et parce qu'on n'a pas. J'aimerais bien en avoir, mais bon, on n'a pas les moyens, on n'a quasiment pas d'eau, donc on ne peut pas. Mais sinon, avec 200 litres d'eau, même d'un pays complètement désertique, je suis sûr de produire pas du tout 1 kilo de tomates, mais plutôt au moins 30. Voilà, donc en gros, je suis certain que avec nos semences, on peut arriver à produire avec 20 ou 30 fois moins d'eau. Et puis j'ai des témoignages aussi, par exemple, de maraîchers sénégalais, qui ont planté toute une partie de leur culture de maraîchage avec des semences hybrides, comme ils avaient l'habitude de faire, et une autre partie avec nos semences. Et ce qu'ils ont raconté, c'est que nos semences, eh bien, ils n'ont jamais vu qu'elles avaient soif, mais au bout d'un mois, ils se sont dit, les pauvres, on va quand même les arroser. Et après, pendant toute la saison, les nôtres, ils ont arrosé 1 fois par mois. Par contre, les hybrides, tous les jours, elles faisaient la gueule et se fanaient, et ils ont arrosé tous les jours, comme d'habitude. Et à la fin de la saison, ils ont dit qu'en définitive, avec les nôtres, ils ont récolté 4 fois plus en arrosant 30 fois moins. Voilà, c'est pas mal quand même. Parce que, alors, c'est ça. Raconte-nous, donc, toi, depuis toujours, tu es installé dans cette région où, en fait, quand même dans le sud de la France, il fait déjà très chaud, et sur un terrain à l'époque où tu n'avais pas d'eau. Oui, voilà. En fait, tu l'as fait parce que c'était la nécessité. Tu t'es dit, comment je vais me débrouiller avec ces contraintes-là, en fait? Je me suis même pas dit. Tu t'es dit, comme j'avais pas d'argent pour acheter des terrains où il y avait de l'eau, parce que les terrains où il y a de l'eau, ils valent 10 ou 100 fois plus cher. Où il y a de l'eau, c'est quoi? Où il y a une nappe dessous, un truc comme ça? Ou simplement au bord d'une rivière, où on a le moyen d'arroser, quoi. Et ben, ça vaut 10 ou 100 fois plus cher. Et par contre, des terrains de garrigues où il pousse rien, et à peine quelques petites menthes de garrigues ou quelques chardons ou du thym, ça intéresse personne. Et quand ça intéresse personne, ça vaut presque rien, quoi. Donc j'ai réussi à racheter des terrains qui n'intéressaient personne. Ouais. Il y avait même des fois des agriculteurs voisins, là, ils me disaient, oh mais moi, même on me les aurait donnés, ces terrains, je n'en aurais pas voulu. Mais bon, du coup, eh ben, je me suis mis à cultiver. Moi, j'ai toujours cultivé depuis que j'avais 4 ou 5 ans. Alors, du coup, j'ai cultivé, mais au début, bon, la première année, j'ai pas récolté grand-chose. Mais après, les semences se sont habituées, parce qu'en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que tout ce qu'une plante apprend au cours de sa vie, elle le transmet directement à ses graines. D'accord. Alors, si une plante pousse pendant 4 mois de sécheresse ou 6 mois de sécheresse, qu'il ne tombe pas une goutte d'eau, et que personne n'arrose, et qu'elle apprend à ne pas mourir, déjà. Et comme on dit, tout ce qui ne te tue pas te rend plus fort, à condition que tu ne sois pas mort, parce que sinon tu risques plus de faire des enfants. Oui, il faut que du coup ça arrive jusqu'à faire des fruits et des graines. Voilà, il faut quand même que tu récoltes des graines, et donc des fruits, et même s'ils sont tout petits. D'ailleurs, la première année que j'ai cultivé dans ces terrains-là, et sans une goutte d'eau, les fruits étaient tout petits. Les grosses tomates, ça donnait des tomates cerises. Mais n'empêche, il n'y a quasiment aucune plante qui est morte. Mais tu as arrosé quand même un tout petit peu au moment où tu les plantais? Oui, ça un tout petit peu, mais à l'époque, j'étais carrément obligé de mettre des bidons sur une remorque et d'aller à 3 km les chercher. Ouais, mais on s'imagine que pour faire des grands champs avec des bidons sur une remorque, c'est plutôt difficile, quoi. On risque pas d'en mettre beaucoup, parce que c'est vraiment limité. Donc voilà, et pendant 15 ans, j'ai fait ça parce qu'on n'avait pas une goutte d'eau. Et donc du coup, tu as récolté pendant... Enfin, donc là, ça fait bien plus longtemps que tu fais ça, mais au début, du coup, c'était ça. Tu t'es dit, je vais apprendre à mes plants... Enfin, en fait... je me suis rien dit. Moi, tu t'es rien dit. Ce que je me suis dit, c'est que, bon... ça marchouillait. Je me suis dit, après tout, les broussailles dans les talus, elles sont toujours vivantes. Il n'y a pas de raison que mes légumes ne soient pas capables de faire la même chose. Et puis, mais parce que déjà avant, moi, mon idée à la base, c'était pas du tout de faire de la sélection pour que les plantes résistent à la sécheresse ou quoi. Moi, mon idée à la base, c'était déjà bien longtemps avant,
c'était de faire en sorte que les plantes apprennent à être aussi résistantes que ce qu'on appelle les mauvaises herbes. Ouais, okay. Surtout que j'avais rencontré un gars qui étudiait le Moyen-Âge et tout ça, et qui m'avait raconté qu'en fait, la plupart de ce qu'on appelle les mauvaises herbes actuellement, c'était des légumes au Moyen-Âge, à 1000 ans. D'accord. Et après, tout le monde les a abandonnés, plus personne s'en est occupé, et maintenant, ça se reproduit et ça pousse partout, et même quand on veut s'en débarrasser, on n'y arrive pas tellement c'est résistant. Donc toi, ça te fascinait, quoi. Tu t'es dit, je me suis dit, ce serait intéressant que les plantes qu'on cultive actuellement pareil. soient aussi résistantes, et qu'elles soient tellement résistantes que même si on voudrait s'en débarrasser, on n'y arriverait pas. Voilà, je me suis dit, c'est quand même intéressant ça. Ben oui. Voilà un beau challenge. Donc comme j'ai toujours fait en bio, et ben, je me suis dit, ce serait bien qu'il n'y ait même plus besoin de faire, parce que même en bio, on est autorisé à utiliser des traitements naturels. Mais même ça, c'est pas toujours très très bon. Et ben moi, je me suis dit, ce serait mieux s'il y aurait besoin de faire aucun traitement. Donc elle se débrouille, quoi. Elle déjà, depuis, ça fait bien 35-40 ans, je me suis dit, je vais faire exprès de jamais les soigner, de faire aucun traitement, même bio. Comme ça, elles vont apprendre à résister par elles-mêmes aux maladies. Et après, bon, je me suis retrouvé avec des terrains où il pleut pas en général pendant 4 mois ou 6 mois. Des fois même, il y a des années, c'est 8 mois sans une goutte d'eau, ou alors 3 gouttes d'eau qui mouillent même pas une chemise, mais ça mouille même pas sous les arbres, et c'est comme s'il n'avait pas plu, quoi. Ouais. Mais du coup, là, c'est non seulement en fait cette histoire d'eau, mais c'est aussi, ce que tu nous racontes, c'est que l'adaptation qu'elles arrivent à faire est uniquement sur une catégorie de semences qui est une semence ancienne, qui n'est pas une semence qu'on trouve dans... C'est ça peut-être aussi qu'il faut que tu nous expliques. Moi, je suis toujours parti à la base des variétés anciennes de population. D'accord. Voilà, parce que si on essaye de faire ça, et d'ailleurs, il n'y a pas que moi, il y a certains chercheurs de l'INRA qui ont voulu voir si les variétés qui sont faites par les semenciers, qui sont vendues dans le commerce et qui sont comme des clones ou qui sont hybrides, sont capables de se connecter, par exemple, aux racines des champignons. Parce que, en fait, les racines, on en parlera peut-être plus tard, les racines des champignons, ça permet aux plantes, dans les forêts en tout cas, d'avoir 20 fois plus de puissance pour aspirer l'eau et les minéraux. D'accord. Alors attends, vas-y, explique-nous maintenant, du coup, comment ça... Eh bien, en fait, j'ai rencontré aussi des chercheurs qui avaient passé toute leur vie à étudier que ça. Ouais. Et il y en a un, par exemple, il a comparé un chêne blanc qui pousse dans la Beauce, un rescapé, si jusqu'à l'horizon dans la Beauce, on ne voit pas un arbre, mais il y en a un de temps en temps, au croisement d'une route ou d'un chemin. Et c'est tellement rempli d'engrais chimiques et de pesticides que là-bas, on ne pourra jamais trouver un cèpe ou une girole, ni rien du tout, aucun champignon. La puissance de ce chêne blanc pour aspirer l'eau, c'est 60 bars d'aspiration, il m'a expliqué. Alors que dans une forêt naturelle, où il y a des cèpes, des girolles, des champignons, le même chêne blanc, sa puissance pour aspirer l'eau, quand il est connecté aux racines des champignons, c'est ça qu'on appelle mycorhize, eh bien, c'est 800 bars d'aspiration. 800, alors que c'était 60 oui. Pour l'autre. Ouais, mais si on imagine, par exemple, un Karcher qui aurait 800 bars, eh bien, on ferait des trous dans les rochers et les cailloux. C'est pas... une puissance... Ah oui, on ferait des trous dans les rochers et les cailloux. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, les arbres, et ça, il suffit de regarder et d'observer, on le voit directement. Les arbres dans une forêt naturelle, la plupart du temps, ça pousse dans les montagnes et tout ça, il n'y a qu'en moyenne 20 cm de terre, et c'est des rochers en dessous. Et en général aussi, il n'y a pas de nappe phréatique dessous, parce que c'est la montagne, il y a peut-être des filets d'eau par-ci, par-là. Eh bien, n'empêche que ces arbres, avec 20 cm de terre, ils restent verts toute l'année, tout l'été, alors qu'il ne pleut pas pendant 6 mois, et que pendant 2 mois, il fait presque 40 à l'ombre. Et si on les aurait plantés, en fait, quand on sait ce qu'un arbre évapore, parce qu'un arbre moyen, ça évapore dans les 3000 litres d'eau par jour. Ça paraît énorme. Énorme, donc, 3000 litres d'eau par jour. Oui, après, à la fin de l'été, ces feuilles durcissent et tout ça, et ça peut se réduire à 800 litres d'eau par jour. Mais bon, de toute façon, vu la quantité d'arbres et tout qu'il y a, on les aurait plantés sur une piscine olympique, avec 20 cm de terre par-dessus. C'est certain
qu'au bout d'une semaine de chaleur, la piscine olympique serait vide et que tous les arbres crèveraient. Donc la seule explication, c'est que grâce aux champignons, ils sont capables de réaspirer l'eau qui est à l'intérieur des cailloux et des rochers qui en fait sont poreux. Et le seul endroit où on peut trouver des arbres, on peut observer des arbres qui finissent par mourir et cramer, devenir tout marron et tout, c'est dans certaines roches qui sont vraiment imperméables. Type quoi, granit. Il y a des trucs comme la ruffe, ça fait des sortes de latérites là qui sont à une certaine profondeur, ça devient complètement imperméable ces rochers. D'accord. Et puis dans des terrains granitiques aussi, le granit aussi c'est censé être imperméable. D'accord, ok. C'est le secret finalement de comment est-ce que les plantes Oui, que tu n'arroses mais pour pas. en revenir aux plantes, en fait, les anciennes variétés de population sont capables de légumes, sont capables, comme les arbres dans les forêts, de se connecter aux racines des champignons. Ouais. Mais apparemment, en tout cas, il y a un chercheur de l'INRA qui l'a étudié et qui l'a prouvé. En fait, parce que les variétés vendues dans le commerce par les gros semenciers, ils ont fait tellement de sélection qu'en fait, ils ont fait la consanguinité au maximum. Et maintenant, même si ce n'est pas des clones, c'est pareil que si c'était des clones. Et pourquoi ils ont fait ça? Enfin, c'était quoi c'était pour qu'on ait toujours la même tomate et le même goût et tout ça? Alors, c'est soi-disant pour que tous les fruits et tout ça aient le même nutriments. calibre, machin et tout ça. Mais en fait, on a inventé ça. La réalité, c'est que, en fait, c'est un peu long à expliquer, mais c'est que pour des raisons, il faut revenir dans les années 1800, en fait, pour des raisons de stratégie industrielle et politique, on a voulu mettre en place des semenciers, mais comme tout le monde partout faisait des semences, dans tous les villages et tout, c'était aussi difficile de vouloir vendre des semences aux gens que de vendre des frigos aux Inuits au nord du Groenland. Donc pour justifier la mise en place de semenciers, il fallait que les gens trouver un prétexte. Donc ils ont en fait inventé des théories sur les races pures, les lignées pures. Et les races pures, en fait, c'est de la consanguinité au maximum. Parce que du coup, les semences, on leur a un peu retiré leur capacité de s'adapter, un peu, c'est ça? Ah oui, complètement. Et donc, du coup, toi, c'est aussi beaucoup en observant tout ça, enfin les forêts, donc ce que tu nous dis, les forêts naturelles, que tu t'es dit, bon, en fait, qu'à cela ne tienne, je vais faire avec ce que j'ai. Et puis, toutes les années, tu voyais du coup ces améliorations, ou en tout cas ces plantes s'adapter sous tes yeux, voilà, comme ça. C'est ça? C'est un peu ce qui... Oui, moi, mon idée à la base, c'était de faire en sorte qu'elles apprennent à résister aux maladies, qui a très bien marché d'ailleurs, parce que maintenant, par exemple, si une année il fait que pleuvoir comme l'année passée, c'était exceptionnel. L'année passée, tout le mois de juillet, il faisait que pleuvoir ici en haut de la montagne. Mais les tomates, bon, elles ont quand même fini par attraper le mildiou. Mais normalement, une plante de tomate, quand la tige devient toute noire, parce qu'elle a attrapé le mildiou, on peut être sûr et certain que 5 jours après, la plante est entièrement morte. Et bien là, la tige était devenue toute noire, je l'ai filmée d'ailleurs, et elles ne sont pas du tout mortes. Elles ont cicatrisé et tout, et après, on a récolté des quantités de tomates. Et est-ce que du coup, c'est-à-dire que là, tu vois, une année où il pleut beaucoup, est-ce que l'année d'après, elle apprend un peu moins que... Enfin, c'est-à-dire... non, je pense que peut-être au bout de plusieurs générations, si elles seraient tout le temps arrosées, tout le temps avec de l'eau, elles finiraient par oublier leur résistance à la sécheresse. Mais j'ai jamais vraiment vérifié ça. C'est comme pour la mémoire, en tout cas, a priori, je pense ça, au bout de quelques générations, que ce serait assez oublié. Mais je pense qu'elles auraient toujours très facile à le réapprendre. Ouais. Et après, si on compare par exemple aux humains, on peut dire qu'au moins 4-5 générations avant, ou 6 générations avant, tout le monde avait des parents ou grands-parents, enfin des arrière-grands-parents qui étaient agriculteurs. Donc du coup, là toi tu dis que finalement tu n'arroses pas, ou en tout cas au tout début, mais après tu n'arroses plus. En revanche, tu prends soin du sol. Tu peux nous expliquer, tout le monde prend soin du sol, mais toi, comment est-ce que finalement tu traites ton sol? Parce que c'est peut-être aussi le fait d'avoir agrandé ton sol au fur et à mesure, etc. Il y a les semences, mais il y a peut-être aussi le sol, non, qui est lié dans cette histoire et dans le fait que c'est aussi incroyable. J'ai quand même aussi souvent la preuve qu'il n'y a pas que le sol, hein, Ouais. parce que
il y a des endroits dans des rochers, parce que comment on fait les semences, nous? Eh bien, on en récolte plein, et puis quand on trie les semences, et tout ça, quand on bat les graines, il reste des pailles et tout ça, et il reste toujours un peu de graines dedans. Et souvent, on les balance, ou bien ça s'envole dans les talus, sur des cailloux, des rochers, où j'ai jamais mis ni de compost, ni rien du tout. Hein. C'est des rochers, quoi. Et bien, il y a des plantes qui poussent toutes seules, de nos graines, quoi, hein, qui ont atterri là. Et c'est hallucinant, hein, ça pousse, quoi. Alors que ça pousse aux bordures de la forêt, dans les talus, remplis de rochers. Donc, on voit bien que... Il n'y a pas que... Il n'y a pas que. Hein. Après, c'est certain que plus la terre est fertile, mieux c'est. Parce qu'une terre vraiment morte, mais le pire, en gros, c'est les terres d'anciennes vignes. Ça, c'est vraiment des terres qui ont été tellement traitées pendant des années que même si c'était en bio, il y avait du cuivre dedans, ça tue tous les micro-organismes et tout ça. Et c'est des terres qui sont mortes. Voilà. Et on a racheté comme ça un terrain. Il y avait une partie, c'était de la vigne, abandonnée depuis 80 ans. Une autre partie, c'était des terrasses avec des amandiers et des oliviers. Là où il y avait les amandiers et les oliviers, les arbres, ils sont devenus énormes, parce que ça a été abandonné. Il y a des arbres, des chênes et des frênes qui ont poussé, ils sont devenus énormes. Et là où il y avait la vigne, eh bien, il y a des arbres qui ont poussé aussi, mais ils sont restés minuscules. Il ne faut même pas 5 cm de diamètre. Et ça fait pourtant 80 ans. Et c'est ça là, comment on fait aujourd'hui alors? Mais si on veut rendre fertile une ancienne terre de vigne, alors là, c'est beaucoup de travail, parce que déjà, en général, surtout si le sol est argileux, c'est complètement compacté, c'est pas aéré. Et en plus de ça, c'est carrément mort. Alors, déjà, il faut aérer un peu le sol, le décompacter un peu, hein, parce que sinon, s'il n'y a pas d'air, il n'y a pas de vie. Hein. Voilà, parce que d'ailleurs, c'est pas compliqué. Quand on marche dans une forêt, tout le monde peut le remarquer, la terre, elle est souple, même en été. Oui. Et si on marche dans un champ cultivé, après, qui a été moissonné, un champ de blé ou quoi, c'est dur comme du béton. Voilà. Et bien, en fait, quand c'est dur comme du béton, ça veut dire que ça est complètement tassé et que le sol n'est pas tellement vivant. Parce que sinon, ça ne serait pas dur comme du béton. Si c'est souple comme dans une forêt, ça veut dire qu'en fait, l'air rentre dans le sol. Et ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'en fait, quand il y a de la vie dans le sol, il y a plein de micro-organismes, mais il y a entre autres des bactéries qui sont nécessaires pour transformer l'azote de l'air en azote assimilable par les plantes. D'accord. Parce que le truc, c'est que en fait, normalement, toute la vie sur Terre s'est fait comme ça, parce que 80% de l'atmosphère, c'est de l'azote, mais qu'aucune plante et aucun organisme, à part certaines bactéries, ne sont capables d'assimiler. Et dans la Terre qui est vivante, il y a des bactéries qui sont capables de transformer l'azote de l'air en azote assimilable par les plantes. Mais si l'air ne rentre pas dans le sol, parce qu'il est tassé, ben les bactéries, même si elles y sont, elles ne peuvent pas faire leur travail. Okay. Voilà. Et alors, mais aujourd'hui, tu vois, quand toi tu fais tout ça, quand les gens voient qu'en fait ça fonctionne, quand on parle autour de toi, parce qu'autour de toi, il y a quand même, je pense que des agriculteurs qui faisaient autrement, pendant toutes ces années, les gens disent quoi? Enfin, ils en reviennent pas, ils viennent voir, ils veulent que tu leur expliques, ils sont curieux, ils sont un peu, tu vois, ils disent ce type est fou. Il y a comme à peu près tous les agriculteurs qui sont pas du tout en bio, qui sont conventionnels, s'intéressent énormément à ce que je fais. Et après, malheureusement, il y a, surtout dans le coin, et même peut-être un peu plus loin, il y a des maraîchers bio qui, eux, sont jaloux, on ne sait pas pourquoi. Ils sont jamais venus voir ce que je faisais et ils me dénigrent. C'est totalement incompréhensible. Mais ceux qui sont conventionnels, ils s'intéressent énormément à ce que je fais. Et alors, qu'est-ce que toi, tu peux leur... Enfin, est-ce que si jamais tu leur donnes des semences à eux, ils peuvent faire ça chez eux où en fait leur sol est tellement... Oui, mais bon, pour faire des légumes, oui, puisque je fais les semences pour les légumes. Après, j'ai jamais eu assez de terrain pour avoir la possibilité de faire la même chose avec des céréales. D'accord. Voilà, parce que j'ai jamais eu assez de terrain pour faire ça. Mais ce serait possible en fait. Oui, ce serait possible. D'accord. Bien sûr. Et avec aussi, est-ce que par exemple, je vais poser une question bête, mais donc là c'est que des légumes, et si tu faisais des arbres fruitiers ou des choses comme ça serait différent ou comment ça serait? Oui, en fait, les arbres fruitiers c'est un peu différent parce qu'en fait, les arbres fruitiers en général on greffe
Alors, la plupart, maintenant, c'est greffé sur des clones. Et ça, je trouve ça pas très intéressant. Moi, personnellement, je préfère les variétés, quand c'est greffé sur des francs, c'est-à-dire des arbres issus de semis. Mais en fait, moi, personnellement, en plus, je préfère carrément même des pommes, par exemple, semer des pépins de pommes et laisser pousser l'arbre et voir qu'est-ce que ça donne. Ah, mais donc ça, tu l'as fait? Oui, oui. Ah, ok. Et alors, sur les fruits? Mais bon, après, je l'ai fait pour moi, quoi. Hein. Ouais. Je ne me suis jamais mis à vendre des pépins de pommes. Hein. Ouais, mais en tout cas, ce que tu peux témoigner, c'est quoi? C'est que ça fonctionne de la même manière avec les fruits qu'avec les légumes. Oui, mais après, c'est toujours la surprise. On ne sait pas ce que ça va donner comme variété. Ah oui. Ouais. Attends, c'est-à-dire que si tu... Je sais pas moi, si tu sèmes une variété, ça va chez les pommiers, par exemple. Ouais. Comme c'est toujours fécondé avec d'autres variétés, oui, d'accord. Eh ben, ça ne donne pas forcément du tout la même pomme. Parce que déjà, il y a plein de variétés de pommes qui ne sont même pas auto-fertiles. Il faut obligatoirement qu'elles soient fécondées par une autre. Après, tu as des variétés de pommes qui sont auto-fertiles. Même si l'arbre est tout seul, il peut se féconder lui-même. D'accord. Mais en plus de ça, contrairement à ce que beaucoup de généticiens pensent, en fait, comme ils sont greffés sur des autres choses, ça ne donnera quand même pas la même variété parce qu'il y a une partie des gènes qui viennent du porte-greffe. D'accord. Donc surtout si c'est greffé sur un clone qui donne des trucs vraiment quasiment pas mangeables, eh ben c'est pas intéressant de ressemer le pépin de pomme parce que ça risque de donner des trucs pas terribles du tout. Et alors on se dit, tes tomates là qui poussent là, et on en a vu tout à l'heure dans ton jardin, quel est le goût d'une tomate qui a poussé sans eau, enfin sans eau à arrosage, tu vois, que tu as éduqué à aller chercher de l'eau dans les pierres et partout où il y en a bien en profondeur avec la complicité des champignons. Oui, alors le goût. C'est sûr que même la même variété, avec les mêmes semences, si on arrose tous les jours, c'est plus gros, il y a plus d'eau et il y a un peu moins de goût. Donc plus il y a d'eau, moins il y a de goût. C'est plus dilué, si tu veux. Okay. Mais c'est toujours quand même très très bon, hein, et bien meilleur que ce qu'on peut trouver dans les supermarchés et tout ça. Ça, c'est les semences paysannes, anciennes. Ok. Ouais. Et après, de toute façon, le goût est toujours lié en fait à la qualité nutritionnelle. Voilà, parce qu'en fait, c'est ça que tu as appris d'incroyable en fait. Tu peux le constater. Tu fais des analyses au niveau des vitamines, des antioxydants, des polyphénols, tout ça. C'est ce qui a été fait sur tes plantes par les gens de l'INRA, ouais. Et le goût est toujours lié. Bon, après, tu peux avoir, selon chaque variété, parce que dans les tomates, en tout cas toutes les variétés anciennes, parce que bon, maintenant, si tu prends des hybrides, tu peux les planter où tu veux, elles sont dégueulasses partout. Ça n'a pas de goût et c'est dégueulasse, c'est pas bon. Et si tu fais des analyses, de toute façon, il n'y a quasiment rien dedans. Mais par exemple, nos variétés, là, tu les sèmes, si tu les plantes dans un terrain ou un autre, déjà d'un terrain à l'autre, elles n'auront pas forcément le même goût. Mais ça peut étonner, mais c'est pas étonnant. Tout le monde sait que par exemple, tu prends le même cépage, tu le plantes, je sais pas, dans le Bordelais et dans la vallée du Rhône, ça va pas te donner le même vin. Pourtant, c'est le même cépage. Voilà. Et ben les tomates, c'est pareil. Tu les plantes dans un terrain, d'un côté d'une montagne et de l'autre, ça sera pas le même goût. Et après, moi, personnellement, bon, il y a certaines variétés, je vais préférer les manger quand il fait très chaud, à 2h d'après-midi. Puis, il y en a d'autres, je préfère les manger quand il fait moins chaud, le soir, ou même des fois à d'autres saisons, comme en automne, au mois d'octobre. Je vais préférer une autre variété. Voilà, en fait, c'est un peu comme pour les vins. Les gens qui aiment les vins, ils mangent pas, ils boivent pas le même vin avec de la viande ou du poisson, quoi. Hein. Et là, les analyses que vous avez fait avec l'INRA, elles ont révélé quoi en termes de combien de fois plus d'intérêt nutritionnel ont des semences qui ont été donc déjà qui sont paysannes et en plus qui justement ont que tu as un peu stimulé, dont les défenses immunitaires sont bien... En gros, le résultat des analyses, même il y a déjà 10 ans, c'était qu'il y avait au moins 20 fois plus de vitamines, d'antioxydants et de polyphénols avec nos semences que j'ai fait. Parce qu'en fait, moi, je ne le savais pas au départ. Moi, je voulais juste faire qu'elles soient résistantes aux maladies. Et j'avais même pas réfléchi qu'en fait, ce qui sert de système immunitaire aux plantes, ce sont justement les vitamines, les antioxydants et les polyphénols. C'est ce qu'on peut appeler le système immunitaire chez les plantes. C'est génial.
Et du coup, le fait qu'elles soient plus résistantes aux maladies, même si c'est pas à 100% non plus, hein, mais bon, elles sont plus résistantes, et ben ça c'est tout intérêt pour celui qui les mange. Oui, parce qu'en fait, du coup, comme tu les as stressées, tu leur as dit, bon, bah, mes petites, voilà, je vais pas vous aider, donc débrouillez-vous si vous voulez, voilà, perdurer. Elles ont mobilisé, donc ce que tu dis, c'est qu'elles ont créé des antioxydants, etc., pour elles-mêmes, pour survivre, en fait. Et ça, quand nous, on le mange, ça nous apporte aussi tous ces nutriments-là en plus. Et donc, non seulement c'est bon pour notre santé, et puis en plus, ça a plus de goût aussi, c'est ça. Donc, c'est un cercle vertueux qui est quand même assez incroyable en fait. Oui, mais bon, je ne l'ai pas fait exprès. Hein, oui, mais c'est ça qui est fou. On l'a constaté après, quoi. Oui, mais c'est ça que moi je trouve assez génial, parce que non seulement tu nous dis que finalement on se régale, parce que c'est aussi ça, tu vois, le truc, c'est de se dire qu'en fait ça nous fait plaisir de manger, et puis gustativement nos papilles sont un peu en folie. En plus, on apporte ce qu'il faut en termes d'antioxydants, etc. à notre corps. On n'a pas besoin d'avoir des kilos de tomates pour amener quelque chose qu'une seule tomate peut nous amener. Et en plus, les rendements sont intéressants. Et tu dis aussi qu'au niveau des rendements, c'est plus élevé que des semences. Donc, en fait, tout pousse à constater quand même que on a là quelque chose qui est bien plus vertueux que beaucoup de choses qu'on s'obstine encore à faire. Alors, on se dit, mais voilà, il y a un peu une crise de sens, tu vois. On se dit, pourquoi, en fait? Est-ce que ça marche un peu à l'envers, quoi? Ah oui. D'ailleurs, au début, quand je l'ai fait, que je vendais encore des fruits et des légumes, parce que j'ai toujours fait je faisais avant à moitié les semences et à moitié les légumes, donc je vendais aussi des tomates et tout ça. Eh bien, j'avais plein de clients. C'était des gens qui avaient un jardin, qui avaient planté des hybrides qu'ils avaient achetés au marché ou quoi, ou en jardinerie, et puis qu'ils ont trouvé nos tomates tellement bonnes qu'en fait, ils ont arrêté de ramasser les leurs, et chaque semaine, ils venaient me racheter des tomates. Et en plus, d'ailleurs, il y a une femme qui m'a expliqué qu'en fait, toute sa vie, elle faisait comme elle avait tendance à grossir facilement, elle faisait des régimes, et puis après elle regrossissait, et après elle refaisait des régimes, et ainsi de suite. Elle s'était aperçue qu'en mangeant ne fût-ce que 2-3 de nos tomates, elle avait plus faim de la journée. Alors qu'autrement, elle passait son temps à grignoter. C'est pour ça qu'elle regrossissait chaque fois. Bah, je veux bien croire. Ça paraît logique, en fait. Oui, et apparemment, quand le corps est satisfait à tous les nutriments qu'il faut, eh ben, on n'a plus envie de grignoter. Voilà, ça paraît du bon sens. Et est-ce que du coup, tu as des retours de personnes qui ont acheté tes graines et qui les sèment du coup chez eux? Ça va faire comme chez toi, ou il y a des risques qu'en fait, comme c'est un sol différent, etc., bah, ça prenne pas et ça pousse pas? Non, normalement, ça pousse partout et dans plein de régions, parce que en plus, comme j'ai compris quand même que tout ce que la plante apprend au cours de sa vie, elle le transmet à ses graines. Pour reproduire nos variétés, pour nos souches à nous, eh bien, je le fais toujours avec les graines de fin de saison. D'accord. Parce que plus la plante a vécu, plus elle a appris des choses. Et en gros, il faut ramasser les graines sur les plantes les plus vieilles possibles. Et donc, ça fait que par exemple, une plante de tomate, quand elle a passé tout l'été sans une goutte d'eau, elle a résisté à la sécheresse et aux canicules. Mais après, eh ben, en automne, il se met à pleuvoir. Et des fois, bon, pas tous les ans, mais il y a des années où il pleut pendant 2 mois. Et ben, elles apprennent à résister. En fait, c'est le même climat chez nous que normalement en Normandie, par exemple, parce qu'il fait des températures il pleut sans arrêt, il fait entre 5 et 20 degrés. Et du coup, c'est idéal pour attraper le mildiou et tout ça. Et donc, comme en général, ils ne gèlent pas chez nous avant le mois de janvier, on récolte encore des tomates fin décembre. Ah oui, d'accord. Tu vois ? Et c'est avec celles-là qu'on fait les graines. Okay. Celles qu'on reproduit après, chaque année. Okay. Et du coup, ça fait des plantes qui ont appris 2 choses complètement différentes. Elles ont appris l'été et l'hiver. Elles ont appris à résister aux excès d'eau et aux excès de sécheresse. Et du coup, on a des clients qui nous ont dit qu'ils étaient en Normandie, au bord de la Seine, et qu'il n'y avait qu'à nos graines qu'ils étaient arrivés à avoir des tomates dehors, dans leur jardin. D'accord, ok. Tu vois ? Et il y a même des autres en Belgique aussi.
qu'ils ont même cultivé 1000 mètres carrés de tomates et ils ont vendu dans les 2 tonnes par semaine pendant tout l'été. C'est énorme. Et attends, et je me pose une question. Est-ce que, et c'est peut-être une question bête, mais est-ce qu'il y a une différence, tu vois, entre le fait pour une plante de manquer d'eau, mais d'être à l'ombre ou en tout cas un peu abritée, et le fait de cramer en plein cagnard, comme on dit comme dans le sud? Est-ce que, enfin, le fait qu'il y ait aussi ces rayons du soleil comme ça qui soient avec, enfin, aussi forts, enfin, avec des températures qui dépassent 40 degrés en plein soleil, est-ce que ça brûle pas aussi en fait peu importe le fait que dans Racine elle arrive à trouver de l'eau, etc. Est-ce que Ah oui, ça peut cramer. Ouais, voilà. Mais, Okay. bon, là, par exemple, il y a plein de gens qui ont eu des tomates qui étaient à moitié cuites, qui sont devenues blanches. Et en fait, c'est comme si tu mets un légume, tu le fais blanchir dans l'eau bouillante. Hein. D'accord. Ouais. Voilà, elles ont été cuites. C'est pas une maladie ou quoi. Elles sont fait cuire. Le soleil, en fait. C'est le soleil qui les a cuits. Et forcément, plus il y a des feuilles sur la plante, et plus la tomate est à l'ombre, moins elle risque de cuire. Okay. Voilà. Et après, de mettre la plante à l'ombre, ça c'est autre chose, parce que là, on risque carrément de ne pas avoir de tomates qui mûrissent du tout, non plus. Oui, parce qu'en fait, tu disais que le rôle des UV est important. C'est ça. Ah oui, oui. Mais... Enfin, je veux pas que tu l'expliques parce que tu me le disais juste avant, mais... Parce qu'en fait, quand on cultive dans une serre, par exemple, eh ben, c'est beaucoup moins intéressant que si c'est dehors, parce qu'en fait, tout ce qu'on appelle le système immunitaire des plantes, et qui sont justement les vitamines, les antioxydants, les polyphénols, en fait, ça reste endormi s'il n'y a pas l'agression des UV. Parce que pour les plantes, les UV, c'est comme la radioactivité, c'est une agression. Et du coup, elles réagissent à ça. Et c'est là qu'elles vont faire beaucoup plus d'antioxydants et tout ça. D'accord, ok. Et s'il n'y a pas d'UV, parce que dans les serres, il n'y a quasiment pas d'UV, parce que tous les plastiques sont traités anti-UV, sinon le plastique, il casse en petits morceaux. Au bout de 3 mois, tout tombe en petits morceaux. Et apparemment, le verre, la plupart des UV ne passent pas en travers non plus. Parce que je connaissais des gens, une horticultrice hollandaise qui travaillait dans sa serre à poil, et elle disait ah ben, c'est super, j'attrape jamais de coup de soleil dans ma serre, mais si je sors dehors 3 minutes, je deviens rouge comme une écrevisse. Mais effectivement, dans les serres, que ce soit en verre ou en plastique, on n'attrape pas coup de soleil. Hein. Ouais. Et comment est-ce que finalement tu transmets aujourd'hui tout ça? Enfin, est-ce qu'il y a des gens qui, j'imagine, ont voulu se former et que tu leur apprennes comment tu faisais? Comment est-ce que du coup tout ça, parce que on comprend aussi qu'aujourd'hui, les semences, les semences paysannes, on va dire, il y en a pas non plus des tonnes et des tonnes et des tonnes. Donc, comment finalement faire pour quand on a envie ou quand on est producteur, tu vois, je sais pas, il y a peut-être des maraîchers qui nous écoutent et qui trouvent tout ça passionnant. Comment on rentre dans cet élan? Comment est-ce qu'en fait, quelle est la porte d'entrée pour Ah ben, il suffit de commencer par nous acheter des graines, quoi. Voilà, il suffit d'aller sur notre site, le potager de santé. Et puis si on veut apprendre aussi, là depuis l'année passée, on s'est mis à travailler, à faire un site de formation en ligne où j'explique tout et toutes les bases pour que chacun puisse s'adapter là où il est et comprendre comment fonctionne la vie sur Terre. Donc moi, ce que je fais, c'est que je donne les bases pour que chacun puisse apprendre à réfléchir par lui-même. Et c'est très important parce que quand on fait de l'agriculture conventionnelle, en chimie, disons, eh bien là, on peut appliquer des recettes toutes faites. Et on met tant d'azote, tant de potasse, tant de phosphate. S'il y a une maladie, on fait tel traitement et puis voilà. C'est des recettes toutes faites en gros. Mais si on veut faire de l'agriculture bio, naturelle, comme ça, eh bien, il n'y a pas de recette toute faite pour une bonne raison. C'est que ce qui marche à un endroit, ça ne va pas forcément marcher 500 mètres à côté. Ouais. Donc, il faut vraiment que chacun réapprenne à réfléchir par lui-même. Mais bon, il ne suffit pas de réfléchir parce que si on veut réussir, surtout dans le jardinage, l'agriculture et tout ça, il faut aussi apprendre à observer et à sentir les choses. Et alors, comment on développe cette sensibilité? Parce qu'on n'apprend pas ça nulle part, en fait. Oui, mais alors là, ça devient un peu plus difficile parce que le truc, c'est que... En fait, ce qu'on peut dire, c'est que en général, en règle générale, pour tout d'ailleurs, les intuitions sont toujours justes. Le seul gros problème, pour la plupart des gens, c'est d'être capable de faire la différence entre leurs peurs et leurs intuitions. C'est ça le gros problème. Ouais. Parce que
n'importe qui, il a des angoisses, des peurs, et il va les prendre pour des intuitions, ou alors il va avoir une intuition, il va la prendre pour une peur, et en fait, C'est là, difficile de franchement, décrypter. même moi, je peux pas. Il n'y a pas de recette magique là-dedans. Non, il n'y a pas de recette magique. Et la meilleure chose, c'est qu'il faut mieux arriver à ne pas avoir peur, parce que quand on se laisse mener par ses peurs, eh ben, on est mal barré. Dans la vie, ça, Dans la c'est vie, il sûr. ne faut jamais se laisser mener par ses peurs. Et c'est pire que ça. C'est qu'en fait, on peut constater que quand on a peur de quelque chose, on finit toujours par le provoquer. Ouais. Bah, ce à quoi on résiste persiste et Ah non, mais on comme le si provoque. on l'a tiré. C'est quoi Soit plus ou moins inconsciemment, mais même c'est même à la limite quasiment magique. Mais c'est une loi universelle un peu. C'est comme une loi universelle ou ça relève de la physique quantique ou je sais pas. Mais de toute façon, on provoque toujours ce dont on a peur. Mais alors comment est-ce que toi tu sens et ressens là dans tout ce que tu fais Ah ben bon, le truc c'est que parce Tu fais que ça quand de j'avais manière 10 intuitive. ans, moi j'ai très bien connu des moines bouddhistes zen japonais et ils m'ont dit qu'en fait les meilleurs méditateurs au monde sont les vrais paysans. D'accord. Ouais. Et c'est tout à fait vrai d'ailleurs. Et encore, dans les vrais paysans, ce sont les bergers qui apprennent le mieux à ne plus penser. Parce qu'en fait, d'ailleurs, tous les gens qui vont chez les bouddhistes pour apprendre à méditer et tout ça, ils y vont pour apprendre à arrêter de penser. Et le truc, c'est que le problème, c'est que en fait, ils sont toujours en train de penser qu'il ne faut pas penser. C'est hyper dur. Mais en fait, quand on garde des moutons, déjà, ça porte à ça, les moutons. Ça facilite. Et quand on est dans les montagnes, dans les bois et tout ça, avec des brebis, avec des moutons, et sans le faire exprès, on apprend à ne plus penser. Et en plus, c'est indispensable. Parce que sinon, on ne peut pas vraiment s'occuper des moutons si on n'est pas capable d'arrêter de penser. Oui, parce qu'en fait, tu es vraiment dans le moment présent, quoi. Oui, mais c'est pire que ça. Hein. Ah ouais. Je peux donner un exemple, par exemple. Ouais. C'est que, par exemple, quand on rentre les brebis dans la bergerie et qu'il faut aller pour nettoyer l'abreuvoir, par exemple, eh bien on marche au milieu des brebis, on est obligé de les pousser pour les écarter parce qu'elles se collent contre les jambes et tout, elles nous empêchent de passer, donc on est obligé de les pousser et tout. Hein. Et par contre, on rentre dans la bergerie pour attraper une brebis, pour lui soigner le pied, n'importe quoi, hein, parce qu'on a vu qu'elle boite ou on veut regarder qu'est-ce qu'elle a, machin. Et bien là, si on pense à ça, il y a toutes les brebis qui paniquent complètement, et elles s'enfuient toutes, et elles se piétinent les unes les autres, et il peut y avoir des brebis mortes parce qu'elles se sont piétinées. Parce qu'elles sentent que tu penses à ça. Ah oui, elles sont un peu télépathes ou quoi, je sais pas. Hein, mais en tout cas, si on le pense, c'est immanquable. C'est impossible d'attraper la brebis, quasiment. Et puis, il risque d'y avoir des morts, parce qu'elles sont piétinées l'une l'autre, tellement elles paniquent. La seule solution, c'est d'arriver à ne plus penser avec sa tête et de faire en sorte qu'il y ait juste le bras qui se rappelle qu'il faut attraper la brebis. Voilà. C'est dingue. Et ça paraît aberrant, mais en fait, il ne faut pas croire. Et maintenant, c'est prouvé que déjà, on a plus de neurones dans l'intestin que dans le cerveau, et qu'on a des neurones partout, y compris dans les doigts, dans tous les muscles, dans le cœur, partout. J'ai vu des documentaires là-dessus, c'est Et moi, passionnant. quand j'avais 14 ans, j'avais déjà bien remarqué que des fois, je pouvais avoir des réflexes qui fonctionnaient avec mes mains et mes bras, et sans passer par ma tête. Ça me paraissait, et je le disais à des copains et tout ça, que pour moi, c'était évident que ça n'avait pas le temps de passer par le cerveau. C'était trop rapide. Que ça venait de l'intelligence du bras et de la main. Et tout le monde me disait non, c'est pas possible et tout. Mais maintenant, en fait, c'est prouvé. Le bras peut avoir sa propre intelligence. C'est complètement dingue. Et aussi, du coup, peut-être que quand on s'occupe de plantes, d'un potager et tout ça, tu vois, nos angoisses, enfin, la façon dont on est, si on est stressé, etc., peut-être qu'aussi, il va y avoir, ça va se ressentir, en fait, peut-être par les plantes. T'as constaté des choses comme ça ou pas? Parce qu'il n'y a pas d'études. Alors, parfois, on se dit, c'est un peu farfelu quand même et tout ça, c'est un peu tiré par les cheveux. Non, mais c'est pas farfelu, hein, c'est constaté, prouvé et tout. Mais je crois alors, bien, on n'est pas toujours capable de tout expliquer. Mais c'est pas parce qu'on peut pas expliquer des choses qu'elles n'existent pas. Parce que bon, il y a
Il y a des gens qu'on appelle cartésiens. En fait, cartésien, ça veut surtout dire de prétendre que tout ce qu'on ne peut pas expliquer n'existe pas. Mais c'est complètement farfelu comme truc. Et on ne sait pas tout. Parce qu'en fait, on est loin de tout savoir et de tout pouvoir expliquer. Alors, évidemment, de tout temps, on a toujours parlé des gens qui avaient la main verte. Mais à l'inverse, il y a aussi des gens qui reportent tellement leurs angoisses sur les plantes qu'ils les font crever. Et ça, j'ai eu vraiment la confirmation par plusieurs personnes, entre autres des clients qui m'ont téléphoné et qui m'ont raconté. Par exemple, un qui m'a expliqué que pendant 15 ans, il a fait son jardin, il a planté, il a soigné ses plantes. Chaque fois qu'il y avait une petite tache sur une feuille, il allait les soigner, les traiter, machin. Et que pendant 15 ans, il n'a jamais récolté ni une tomate, ni une courgette, ni aucun légume. Et que la 16e année, sa mère, qui habitait de l'autre côté de la France, est tombée malade, a été hospitalisée et qu'il est parti au mois de juin, après avoir tout planté au mois de mai. Et donc, du coup, il n'a pas pu s'angoisser sur ses plantes, puisqu'il n'était plus là, il était de l'autre côté de la France. Et quand il est revenu 3 mois après, au mois de septembre, il a trouvé des quantités de légumes, de tomates, de courgettes, de tout. Non. Tout avait super bien poussé. Et là, il a quand même compris que ça venait de lui. C'est trop drôle. Bon, et tu sais, Pascal, ce podcast s'appelle Où est le bon ? Et en préparant à cet épisode, tu me disais tout à l'heure qu'il y avait beaucoup de chercheurs qui faisaient aussi des études sur ce que toi, tu as découvert pendant toutes ces années. Est-ce que tu sais ce que ça donne ? Est-ce que tu sais ce sur quoi ils orientent tout ça ? Est-ce qu'ils te disent des choses, tu vois ? Des fois, au fur et à mesure, je sais qu'il y a des journalistes qui sont venus m'interroger. Et puis, quand même, avant de publier ce que je lui avais raconté, le gars, il y en a un, par exemple, qui m'a d'ailleurs recontacté après. Il m'a dit, oui, mais comme j'ai l'esprit assez cartésien et tout, j'avais du mal à admettre tout ce que... Et du coup, il a téléphoné à une chercheuse de l'INRA, là, qui s'appelle Véronique Chable. Et non seulement, d'ailleurs, il a écrit dans son article, elle lui a confirmé que j'avais totalement raison et qu'en plus, elle a même donné elle-même des exemples d'expérimentation qu'elle avait fait elle-même qui rajoutaient à ce que j'avais dit. Ouais, d'accord. Voilà. Donc, ça inspire et en gros, tes travaux sont aussi la source et la nourriture de chercheurs aujourd'hui en France et peut-être aussi ailleurs. À ce qui paraît. Mais après, ils ne viennent pas me le dire. Mais c'est génial en tout cas. Merci beaucoup Pascal pour ton temps et ces partages. Et donc on mettra des photos. Moi sur Instagram, je partagerai des photos de ta ferme, etc. Donc si on veut acheter des semences et peut-être aussi la formation, on se rend sur ton site, c'est ça ? Oui, pour les formations, il faut... Regardez à l'intérieur de notre site qui s'appelle le potager de santé et après on regarde dans formation et là on peut accéder aux formations. Bon, okay. C'est un peu payant mais le moins cher possible. C'est juste que... c'est du travail de formation. Oui, c'est du travail. On a passé 6 mois avec un de nos salariés à les faire et là on doit repasser plusieurs mois à continuer parce qu'on va rajouter des Génial. choses. Voilà. On a besoin de cette transmission. Du coup, c'est quand même pas totalement gratuit, donc du coup, on le fait. On n'essaye pas de gagner de l'argent avec, mais de défrayer. Il faut quand même payer quelque chose. Et puis en plus, il y en a qui m'ont fait remarquer que si c'était gratuit, il n'y a personne qui regarderait parce qu'en général, les gens ont tellement l'habitude que ce qui vaut quelque chose a plus de valeur que ce qui vaut rien. Malheureusement. Bon, écoute, non, mais c'est la vérité. Hein. Il faut que ça change. Bon, merci beaucoup Pascal pour ce moment. Merci.